Commençons donc par ouvrir la plateforme ici dans l'URL et rentrons notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Lorsqu'on se connecte, on tombe sur une barre d'outils en haut et sur la droite un profil d'utilisateur. Donc si je prends par ordre numérique, en haut à gauche, on a la possibilité de cliquer sur mes cours qui permet d'accéder aux cours et aux sessions. Point numéro 2, c'est tout le suivi des apprenants et la progression. Numéro 3, on a le partage et la communication avec les apprenants ou d'autres intervenants d'autres cours, d'autres enseignants. Y inclut la messagerie qui est le numéro 4 à droite. Le numéro 5 est un menu personnel. En tant qu'enseignant, on a la possibilité de créer un cours ou bien d'accéder au catalogue de cours. Et enfin, le numéro 6 pour sortir de la plateforme. Je vous propose d'aller faire un petit tour sur l'administration pour voir un petit peu ce qui s'y passe. L'on voit ici différents éléments. D'une part, les utilisateurs sur la gauche, avec la possibilité d'ajouter des utilisateurs, de les exporter en format XML, qui est le format de Excel, et puis différents paramètres liés à la plateforme. Ce qui nous intéressera un peu plus, c'est sur la partie de droite, les cours et les sessions de cours. Les cours étant le noyau où on va établir des parcours pédagogiques, des éléments d'apprentissage qu'on peut exporter, particularité de cette plateforme qui n'existe pas forcément sur toutes les autres plateformes. Les sessions sont quoi? Sont finalement des vues avec un début et une fin, donc limitées dans le temps, où on inscrira des classes pour participer à des cours et à des sessions de cours. Je vous propose maintenant d'aller voir à quoi correspond un cours et de visualiser, de rentrer dans ces cours. L'on voit donc ici une liste de sessions pour le premier semestre 2012 et différentes classes, la 1 ADB01, la 2 CFCI au premier semestre, et pour chacune de ces classes, différents cours, par exemple la méthode de travail et communication ou ICA deuxième niveau qui nous intéressera plus aujourd'hui. En cliquant sur ce point ICA deuxième niveau, on arrive dans un environnement de cours, de sessions si on veut, où on a ici la description du cours, l'agenda, le parcours pédagogique qui permet de guider les élèves dans différentes étapes d'apprentissage, des exercices qu'on peut noter, des travaux qui peuvent être rendus par les élèves directement dans la plateforme, un cahier de notes qui est nos évaluations, des notes personnelles, également des appréciations de présence ou d'arrivée tardive, et toute la progression du cours. Nous allons passer en revue tous ces éléments dans cette petite vidéo. Commençons par le bas, et le premier intérêt de cette petite vidéo, le suivi. Donc quand on crée un cours, les apprenants vont se connecter sur la plateforme et suivre le parcours pédagogique qu'on leur recommande, soit à travers l'agenda, soit à travers le parcours du cours, ce que nous verrons un peu plus tard. Ce qu'on observe ici, c'est la liste des élèves à gauche, avec le temps qu'ils ont passé sur la plateforme et la progression par rapport au parcours pédagogique qu'on leur a demandé de suivre. Également intéressant le score, donc si on a des exercices ou des petits QCM, eh bien c'est le score moyen de chacun de ces élèves. On voit ici par exemple au milieu Alvin Lee qui a des scores assez élevés, ou bien Sarah Ahmad qui a des scores relativement bas, ce qui permet en tant qu'enseignant finalement de faire le suivi de l'un ou l'autre élève qui apparemment du retard, ou de féliciter celui qui a pris un peu d'avance et qui travaille bien. Élément aussi non des moindres, celui de voir la dernière connexion, ce qui permet de voir les élèves qui sont d'une part pas forcément présents au cours, mais également ceux qui négligent un petit peu de suivre la théorie qu'on leur propose. Si on regarde un peu plus avant ce qu'il y a sous ces flèches bleues à droite, je vous propose d'aller voir par exemple Céline Chaland. On observe ici les coordonnées de Céline Chaland avec le temps passé globalement, la progression par rapport au parcours pédagogique, mais plus intéressant, pour chaque
parcours pédagogique, chaque chapitre, eh bien, on voit le temps le passé sur le chapitre et également la progression. On voit ici l'introduction générale, progression 62%, ce qui semble être insuffisant en l'état. Voilà, nous avons ici vu la première partie d'un suivi qu'on peut faire sur des apprenants, à savoir regarder quel est le temps passé sur la plateforme, le temps à travailler la théorie et également d'observer la progression des élèves. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à mes cours. On retrouve ici le tableau de tous les cours. Je propose d'aller sur ICA deuxième niveau. Contrairement à l'écran de la dernière fois où j'ai montré que les icônes, j'ai laissé ici la partie du haut qui est relativement intéressante par le fait qu'il y a d'une part un élément qu'on appelle customiser, c'est-à-dire rendre personnel, sur lequel on reviendra. Je voulais juste revenir sur le journal de classe. Ce journal de classe permet en fait de proposer des activités à l'ensemble des élèves de façon plus ou moins automatique à travers la progression du cours. Il suffit pour cela de mettre à jour cette fameuse progression avec les dates à laquelle on a un cours dans une session donnée. Je vous montre un exemple. Descendons un peu plus bas dans la page pour retrouver ici le parcours que vous voyez sur la droite. En dessous, il y a un cahier de notes et on va s'intéresser au progrès du cours. On arrive donc ici sur la page de progression du cours où sur la gauche, on a les diverses thématiques comme la communication écrite, on en a d'autres un peu en dessous, et puis un plan de cette thématique, ici les objectifs, les diverses compétences à acquérir. Sur la droite, on verra la progression dans la thématique, à savoir les tâches à réaliser pour chaque objectif donné. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, on a prévu 4 heures le 28 août 2012 pour travailler sur cette tâche-là. Et si on clique sur le petit rond dans le bleu, eh bien, c'est effectivement cette progression thématique qui va s'afficher en première page de la classe. Ce qui est très utile pour les élèves pour savoir ce qu'ils doivent préparer à l'avance si on est par exemple dans le cas d'un cours inversé dans le sens où la théorie est travaillée à la maison et on travaille les exercices en cours. Je vous propose maintenant de revenir à la page principale et de regarder les QCM ou les exercices. Les exercices sont ici à gauche, je clique simplement dessus. Voilà, on se retrouve ici sur une liste de divers QCM, divers exercices proposés aux élèves. Et si je regarde par exemple le premier des exercices, c'est une activité lors de la semaine 8 qui permet quoi ? Qui permet de contrôler que les objectifs sont atteints. Typiquement des questions diverses pour voir l'avancée de chacun des élèves individuellement. J'ai également en deuxième ligne l'épreuve numéro 1 où on avait un QCM inclus dans cette épreuve-là. Si on regarde maintenant comment se déclinent les résultats des élèves, prenons l'exemple de l'épreuve numéro 1, j'obtiens une liste des élèves avec la durée de l'exercice pour chacun d'entre eux et puis le score à chacun des exercices. On voit que ces exercices doivent être validés. Si par exemple je prends Claudia et que je regarde ce qui s'est passé dans son QCM, je peux voir quand est-ce qu'elle l'a passé et les réponses qu'elle a données aux différentes questions. Voilà, nous avons vu ici la deuxième façon dont on peut agréablement suivre les élèves, à savoir réaliser des QCM et puis suivre les résultats de chacun, les encourager à faire une révision sur des thématiques qui sont peut-être mal comprises. L'avantage, on le voit très facilement ici, c'est de pouvoir faire un QCM une fois et puis de le réutiliser régulièrement avec une classe ou l'autre. Je vous propose maintenant de voir comment on va pouvoir suivre les travaux des étudiants, par exemple si on leur donne un travail écrit à faire et qu'ils doivent nous rendre. Pour cela, revenons sur mes cours. Et depuis mes cours, eh bien, on se rendra sous
travaux. On voit ici la liste des travaux que j'ai demandé aux élèves. En haut à gauche, avec la petite étoile, on peut rajouter des nouveaux travaux, mais je vous propose plutôt d'aller voir un travail qui a été proposé, par exemple la lettre commerciale Pierre Ribordy. Donc qu'est-ce qu'on observe ici? Plusieurs choses. Une liste assez similaire à ce qu'on avait avant dans les QCM, à savoir le nom et prénom des élèves, et puis une évaluation qui a été révisée ou pas. On voit sur la droite, ce qui est assez intéressant, une petite disquette. Cette petite disquette, c'est quoi? C'est le document qui a été déposé par l'élève. On voit qu'il peut y avoir différents noms. Si l'élève dépose son document, eh bien, directement, on peut le visualiser. Autre intérêt également, c'est qu'on peut mettre la note directement depuis ici. Et on voit ici, pour cet élève-là, il a obtenu la note de 7 sur un total de 10. Et la date de fin qui est spécifiée en haut, c'est simplement qu'ils avaient une date limite pour rendre le document. Voilà donc une troisième façon de suivre des élèves, à savoir de leur demander des travaux et de pouvoir les évaluer relativement facilement. Ces évaluations qui sont reprises directement dans leur cahier de notes et qu'ils peuvent suivre eux directement également. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour sur ce cahier de notes, ici à droite, et l'on observe donc l'ensemble des éléments des évaluations. Ici, j'évalue la participation, des exercices 8 et 10, l'épreuve 1 sur la correspondance commerciale, etc., etc. On voit la pondération de chacun de ces éléments et la possibilité de cacher les évaluations ou non, par exemple, si on veut que tout le monde les ait en même temps. Autre élément intéressant, en haut à gauche, on voit un triangle de suivi qui permet d'avoir une vue sur l'ensemble de la classe en un seul coup d'œil. On voit donc ici chacun des élèves avec le nombre de points qu'ils ont obtenus. Par exemple, Alex ici a obtenu 21 points pour l'épreuve numéro 1. Excusez-moi. Et puis pour les différentes évaluations, on a le score. Ce qui est intéressant plus que le score en tant que tel, c'est de voir s'il y a des exercices qui n'ont pas été rendus par l'un ou l'autre élève et pouvoir les lui demander relativement facilement. Autre élément intéressant de ce quatrième volet du suivi d'un élève, c'est le total de points par rapport à 100%. Ici, par exemple, Alex, il a 62 points sur 100, à savoir 62% des points, et ce qui lui donne une note directement. Donc ils peuvent suivre l'évolution de leur moyenne au cours du temps, au fur et à mesure que les travaux sont rendus et corrigés. Si on descend plus bas sur la page, l'on verra en tant qu'enseignant le graphique des évaluations. Typiquement ici, l'épreuve numéro 1 sur la correspondance commerciale, eh bien, on a eu une note à 4,5 et toutes les autres notes en dessous, la plus mauvaise étant 2,5, ce qui est très pratique pour le suivi de l'enseignement par exemple. En descendant encore un peu plus bas dans la page, on aura aussi accès au total, à savoir la note actuellement pondérée pour chaque élève. Pardon, non pas pour chaque élève, mais pour l'ensemble de la classe. Vous voyez ici un élément en dessous du total qui est en bas, la ponctualité. Vous avez donc la possibilité d'évaluer, et ce sera le 5e volet de cette petite vidéo sur le suivi des élèves, à savoir qu'on va pouvoir dire tel ou tel élève est à l'heure, tel ou tel élève est ponctuel, a rendu un devoir ou pas. Je vous propose donc de revenir sur mes cours et de regarder la présence. Les présences peuvent se conjuguer en différents éléments. Ici, moi, ce que je regarde, c'est la présence en cours et puis est-ce qu'un élève est à l'heure ou pas. Si on regarde si les élèves sont à l'heure, comment on les rajoute? On rajoute par exemple une nouvelle feuille de présence et on regarde ce que ça donne.
Ici, on a accès donc à tous les élèves et tous les cours qui ont été donnés avec les éventuelles présences ou absences. Ici, absence et présence d'arrivée à l'heure. C'est très utile d'une part pour un double contrôle par rapport à Memo si vous avez un autre système, mais c'est également très utile pour éventuellement faire des corrélations entre une note donnée et une présence au cours ou des arrivées tardives régulières. Ici, par exemple, la seule personne qui globalement n'a pas la moyenne se trouve être la personne qui arrive une leçon sur deux en retard. Voilà donc une cinquième façon de suivre la progression des élèves et de suivre les élèves. Je vous propose maintenant de passer plus sur de la planification, à savoir par exemple les agendas. Pour ce faire, on revient sur mes cours et depuis là, on se rend sur l'agenda. Voilà, nous sommes ici sur un exemple de tâches qui ont été proposées. Donc le vendredi 16, il fallait qu'il lise les bases théoriques et les exemples de la séquence 3 et 4 et qu'il visionne l'émission nouveau du 15 novembre. En devoir, il devait lire de la théorie sur la rédaction des documents longs. Voilà un exemple de planification pour les élèves. Donc ici, j'ai quoi? J'ai un agenda pour novembre, avec sur la gauche toutes les semaines, semaine 8, semaine 9, semaine 10, etc. Et le travail demandé pour une longue période, ici de 4 semaines, qui s'étend de S8, donc la semaine 8, à la semaine 13. Donc il y a un certain nombre de tâches, on voit un planning de tâches, si je clique dessus, ici, je peux voir planning des tâches et un point doc qui est attaché et qui reprend tous les éléments qui sont demandés avec les critères d'évaluation, etc. Ce qui m'est ici souvent demandé par les élèves, c'est que si on leur donne des tâches pour 4 semaines, ils se sentent très rapidement perdus et ils ne savent plus ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qui est à faire, enfin se prendre en main. Donc pour certains, je vais doubler ce travail-là de propositions de travail, semaine après semaine, pour qu'ils puissent, s'ils suivent ces recommandations-là, terminer le programme. Je vous propose justement d'aller voir un petit coup ce que c'est ce programme. Donc le programme est visualisable par le parcours, qui est en fait un parcours pédagogique. Ici, on voit tout en haut différents moyens d'importer ou de créer des chapitres, comme des chapitres de livres. Et puis, ici, on voit tous les titres de la session de cours. On aperçoit une des parties grisées sur la droite. Pourquoi? Parce que je crée l'ensemble du parcours pédagogique sous les cours, et puis les sessions sont simplement des vues de ce cours. Je vous propose d'aller voir par exemple la partie sur le tableur. On arrive ici dans un espace où sur la gauche il y a la navigation et sur la droite le contenu du cours. Donc ici on voit que c'est des notions théoriques. Donc sur cette partie-là, thématique-là, j'ai séparé les notions théoriques des notions pratiques. Et bien, on voit les bases, les tableaux, etc. Et sur la droite, eh bien, le contenu du cours, qui en l'occurrence ici est purement du HTML où on tape simplement les éléments du cours. À remarquer que ces éléments-là peuvent venir aussi bien de fichiers sous forme PDF que de documents Word, etc. L'idée étant que chaque élève puisse aller à son rythme dans l'apprentissage des notions théoriques et des exercices. Donc je propose aux élèves de faire leur propre suivi à travers ce qu'on a l'habitude d'appeler un journal de bord à l'envoi. Pour ce faire, je clique sur page d'accueil du cours. Je reviens donc dans ma page principale et je vais sur les notes personnelles qui permettent d'accéder à un environnement de notes. On voit tout en haut en jaune les nouvelles notes et ça permet également de les ranger ou de les trier par date ou par thème ou par titre, etc. Donc ici j'en ai créé une. On voit par exemple que l'élève aurait pu mettre séquence 3 et 4, tableau, exercice 3 et 4, fait uniquement le 1 et 2, enregistré sous document,
et visualiser le film nouveau du 15 novembre. Ces notes peuvent être donc multiples et simplement mises à jour chaque fois que bon lui semble. C'est donc là la 9e façon de faire un suivi, puisque l'apprenant va suivre lui-même ses activités. Je vous propose maintenant de revenir au cours et de voir les parties qui sont en haut sous forme de texte. Et par exemple sur la gauche, les questions-réponses. Ici on voit sur la gauche, sur la flèche, je clique. On se retrouve ici dans un nouvel environnement de questions-réponses avec la possibilité offerte aux apprenants de poser des questions diverses sur des thématiques. Sur la gauche, des catégories de questions ont été créées et on peut poser ces questions de manière totalement anonyme en cliquant sur « Poser une question » par exemple en haut à droite. Ensuite, la réponse peut venir soit d'un autre apprenant, soit de l'enseignant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aussi trier les questions-réponses par les questions qui sont restées sans réponse et donc répondre assez rapidement aux demandes des élèves. C'est donc un 10e moyen de pouvoir suivre l'apprentissage des élèves, puisque ici, on les guide en fonction de leurs problèmes et de manière totalement asynchrone, puisqu'on peut le faire aussi depuis la maison ou hors des cours. Je vous propose de revenir un peu en arrière et voir l'autre partie qui va traiter plus du gazouillage ou d'un mode un peu Twitter. Je reviens donc sur ma page principale de cours et sur la colonne de droite, je vois différents éléments qui proviennent en fait directement d'un système privé de gazouillage. On est là redirigé vers un nouveau système où on voit que Antoine Mello, le mercredi 14 novembre, a mis à jour son statut, son profil, avec répondre aux questions de suivi de la semaine 8. On voit également que cette réponse a été catégorisée dans ECAS de ICA-AM, à savoir un groupe particulier. C'est intéressant pourquoi, puisque en fait, on va afficher dans la partie du cours uniquement les éléments qui correspondent au cours de 2e année ICA et pouvoir offrir ici une sorte d'interaction plus humaine, si on veut, enfin si on peut appeler ça comme ça, de ce qu'on propose de faire en cours. Allons voir ce qui se passe sur ce groupe-là. Et ici, on se retrouve avec toutes les activités du groupe de ICA-AM avec une dizaine de membres, on voit, sur la droite. Ce qui est intéressant, c'est d'une part les membres, mais également les flux d'informations. Et ces flux d'informations sont importants puisque on peut tout à fait s'abonner dans notre messagerie email, par exemple, et être tenu au courant des activités dans ce groupe. Ces flux RSS sont également disponibles dans d'autres systèmes. C'est un moyen très très pratique d'effectuer un suivi de diverses activités qu'on peut avoir avec les apprenants. C'est quelque chose que j'essaie de faire, c'est-à-dire que j'essaie toujours d'avoir dans un système un flux RSS qui me permet de faire un suivi depuis ma messagerie personnelle. Je vous propose d'aller voir un petit peu plus loin sous les membres. Membres de ce réseau, on le voit, qui sont ici triés par date ou on peut en tout cas les rechercher par mots-clés, s'abonner à la façon d'un Twitter, à la façon d'un Facebook, mais dans un environnement totalement privé et protégé. Si je descends un peu plus bas, je vois que les apprenants sont aussi capables de mettre leur statut et de mettre des raccourcis sur leur page privée. Également intéressant, le flux public, qui est le flux de toutes les activités qui ont lieu sur la plateforme. Si je m'y rends, voilà le flux public, et on voit ici que c'est principalement Antoine Mello, puisque moi je commence avec l'utilisation de ce microblogging ou gazouillage à partir de décembre avec les apprenants. De manière complémentaire en fait à ça, on peut depuis le début d'année faire un suivi avec les élèves à travers une messagerie
non pas celles publiques, style Gmail ou autre, mais directement également intégrées à la plateforme. Donc je reviens à la plateforme de formation, et je vois ici sur la droite la partie Antoine Mello, profil, agenda perso, boîte de réception. Si je clique sur cette boîte de réception, je me retrouve dans un environnement assez connu de messagerie, ce qui permet aux élèves d'échanger entre eux ou bien d'échanger avec l'enseignant. J'ai fait en sorte que cet environnement ne soit pas lié avec la messagerie email classique. Pourquoi? Pour éviter différents mélanges. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer par la suite. C'est donc un nouveau moyen de suivre les élèves, puisque ici, si je prends par exemple une remarque de Kylian, ici, je remarque un avis sur sa progression, puisqu'il il pensait ne plus pouvoir avancer, et il me fait part également de sa motivation, ce qui est extrêmement utile parce qu'ils le font dans leur environnement d'apprentissage, très rapidement, très facilement, et donc ça libère parfois la parole, tout particulièrement pour les élèves qui sont souvent timides et qui n'osent pas prendre la parole en public. Nous voilà donc arrivés à la fin des outils qu'on peut mettre à disposition pour le suivi des élèves, environ une grosse dizaine d'outils donc pour le suivi des élèves à travers un environnement du type LMS, c'est-à-dire Learning Management System, où on collabore principalement avec les apprenants, mais j'espère que vous l'aurez remarqué également, on peut collaborer inter-enseignants si par exemple on partage un contenu de cours et on crée chacun ses propres sessions, ses propres activités avec ses élèves. Pour ceux qui souhaiteraient justement s'engager dans cette aventure, je vous propose d'aller directement voir comment on peut aller créer un nouveau cours et donc s'engager dans cette voie-là. Je vais donc quitter mon compte et me retrouver ici sur la page d'accueil du cours. Enfin, plutôt que du cours de la plateforme Collège Virtuel Formation. Pour pouvoir commencer à travailler en tant qu'enseignant, il va falloir ici cliquer sur inscription. Alors je vais vous éviter toute l'inscription, hein, c'est classique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment une fois qu'on est inscrit en tant qu'enseignant, on peut avancer et créer son propre cours. J'ai donc créé un compte qui s'appelle Edu, sur lequel je rentre maintenant. Vous pouvez d'ailleurs le tester, puisque le nom d'utilisateur est Edu, mot de passe Edu. Et on voit ici son environnement déjà préparé, avec sur la droite la boîte de réception et le menu personnel, créer un cours ou le catalogue de cours. Je vous propose de regarder comment on crée un cours. Et ici, on va avoir à rentrer une catégorie, un code et la langue avec laquelle on échange avec les apprenants. Une fois que le cours est créé, je me retrouve ici dans la première partie des activités, à savoir soit éditer les propriétés du cours, par exemple les icônes et les choses comme ça, soit ajouter une description au cours, ce qui est très utile pour démarrer l'activité au début du cours, ou inscrire les apprenants. Je vous propose d'aller plutôt voir le sommaire du cours, où on va voir beaucoup plus d'icônes, ceux qui ont été précédemment visualisés, notamment une partie ici que je vais entourer, la partie documents. Si maintenant je descends plus bas dans le cours et les différentes options, je me retrouve avec une partie interaction, où là, effectivement, je peux partager des documents, avoir des chats, des wikis, qui sont des parties plus interactives avec les élèves et qui permettent notamment aux élèves d'échanger entre eux. Je ne vais pas approfondir ces éléments-là, puisque c'est des parties qui sont, sur lesquelles on a un suivi différent, c'est-à-dire non pas à travers la plateforme, mais à travers des activités pédagogiques que tout un chacun peut engager ou mener.
Si on descend un tout petit peu plus bas encore dans les icônes, on se retrouve avec les outils d'administration et ici la possibilité de créer des blogs et on voit de nouveau l'outil de suivi. Alors une fois ce cours, disons, créé avec quelques contenus, on peut l'éditer au fur et à mesure en cliquant sur une icône ou en cliquant sur un œil, ce qui permet au moment de la session de le visualiser ou pas. Ou alors, pour ceux qui souhaiteraient mettre à disposition leur cours de manière totalement ouverte, permettre à travers les paramètres un accès ouvert au cours. Donc je clique sur sur paramètres et je me retrouve ici, par exemple au niveau de l'accès du cours, avec la possibilité de, ici au bout de la flèche, de laisser tout le monde accéder au cours. Je peux également rendre le cours privé et empêcher uniquement les personnes non utilisatrices de visualiser son cours. Voilà, nous arrivons gentiment au terme de cette présentation. Je vous propose juste de voir comment on peut éditer son cours et le visualiser de manière totalement ouverte. Donc je vais revenir à mes cours. Et ici, visualiser le catalogue de cours. J'ai ici le catalogue qui correspond aux différents cours et je peux naviguer à l'intérieur de ça et me rendre sur le cours qu'on vient de tester et du test. Et du test qui correspond d'ailleurs au nom de code de ce cours-là, ce qui fait que quand je sors du cours, eh bien, je peux retrouver ce cours-là que j'ai mis à disposition de manière totalement ouverte. Tout en haut, on voit formation, cours, et ici, le nom du cours et du test. Et on voit les icônes auxquels on peut accéder, le parcours pédagogique, les travaux, les keynotes, etc. On peut varier les plaisirs à ce niveau-là. J'espère que cette présentation vous a plu et que vous pourrez rapidement mettre à profit tous ces petits trucs et astuces que j'ai acquis depuis 2-3 ans maintenant que j'utilise ce type de plateforme. Bon travail!